Vous êtes l'homme qui a fait condamner la mairie de Paris concernant l'Institut des cultures d'islam qui a été financé, on le rappelle, à hauteur quand même de 2 fois 16 millions d'euros, parce qu'il y avait 2 établissements dits culturels et aussi cultuels. C'est là-dessus d'ailleurs que vous avez joué pour obtenir cette condamnation à la Cour d'appel de Paris. C'est tout frais, ça a été prononcé il y a à peine cet été, c'est ça? Le 26 octobre. On va rappeler la genèse de ce projet, en fait, de ce double projet. La mairie de Paris avait décidé de remplacer 2 mosquées parisiennes, une de la rue Mira et une autre, la mosquée Al-Fat, c'est-à-dire la Conquête, qui est le nom d'une sourate du Coran, rue Polonceau, pour les transférer dans des 2 gros instituts assez ambitieux. Combien de mètres carrés font ces instituts? 4600 mètres carrés. 4600 mètres carrés, où il y a certes une partie culturelle qui était en fait le prétexte de la mairie de Paris, et aussi des salles de prière. Pouvez-vous nous expliquer un peu tout ça? Alors voilà, il s'agit vraiment de ce qu'on peut appeler une arnaque au moins sémantique. Une grande mosquée, comme la grande mosquée de Paris, comme la grande mosquée de Strasbourg, de Saint-Étienne, de Reims, enfin il y en a pas mal de grandes mosquées en France, ça comporte exactement une salle de prière et des annexes. Des annexes comme des salles de réunion, des salles d'exposition, des salles d'apprentissage, de cours, une bibliothèque, un restaurant, un salon de thé, un hammam. Tout ça, ça s'appelle une grande mosquée. L'arnaque sémantique de M. Delanoë, c'est de décider qu'il allait faire 2 grands bâtiments très luxueux. Ces 2 grands bâtiments, donc d'une surface globale de 4600 mètres carrés, sont censés être différents d'une grande mosquée, puisqu'il a affirmé que pas 1 euro ne serait versé à un culte, et qu'il tenait à être dans la stricte légalité, c'est-à-dire de ne pas financer le culte, comme la loi le demande. C'est une embrouille puisque pour lui, il a créé quelque chose qui n'est pas une mosquée, qui n'est pas une grande mosquée, mais qui comporte une salle de prière qui est dénommée cultuelle, et une salle de réunion, des salles de réunion, des salles d'exposition, des salles d'apprentissage, un hammam, une bibliothèque, un salon de thé, etc. Exactement les annexes d'une grande mosquée. Mais là, il ne les appelle pas annexes d'une grande mosquée, il les appelle culturelles. Et le tour est joué, pensait-il, puisque ce qui est culturel, ça peut être justiciable de subvention, et ce qui est cultuel, ça ne l'est pas, c'est impossible. Alors, il a fait ces 2 bâtiments sur le même modèle, qui sont à 200-300 mètres de distance. Pourquoi n'a-t-il pas fait, si vraiment il était honnête, pourquoi n'a-t-il pas fait un bâtiment purement culturel, et l'autre, cultuel éventuellement, un édifice qu'il aurait vendu légalement à ce moment-là à la grande mosquée? Mais non, il a fait ce double modèle justement pour que le culte puisse bénéficier mais de facilités financières tout à fait extraordinaires. D'une part, la salle de prière a été vendue 2 millions et des poussières, 2,2 millions je crois. L'ICI, l'Institut des cultures d'islam, titre ronflant, qui est en fait une grande mosquée, comporte un rez-de-chaussée qui est dit culturel, un premier étage qui est dit salle de prière cultuelle, 2e et 3e étage toujours culturel. Ils ont inventé un oxymore tout à fait extravagant, ils l'ont promu, ils en ont fait une promotion tout à fait impressionnante, puisqu'ils ont la formule, c'était l'Institut des cultures d'islam, l'ICI, sera un ensemble culturel et cultuel
entièrement séparés, la loi est sauve, et étroitement imbriqués. Donc c'est tout à fait extraordinaire de faire en même temps quelque chose de séparé et d'imbriqué. Le but, c'est de faire bénéficier non seulement la Grande Mosquée de Paris d'un achat à un prix ridicule par rapport au marché, mais en plus de bénéficier de l'ensemble, enfin à 92%, les frais de fonctionnement de ces deux bâtiments sont à 92% à la charge de la mairie. 8% des charges sont pour la salle de prière, ce qui est une subvention déguisée qui est impressionnante. Pour vous préciser les chiffres, si la mosquée de Paris avait acheté un immeuble entier, mosquée, avec frais de fonctionnement, etc., ils auraient payé, non pas 2,2 millions, mais 15 à 16 millions l'ensemble du bâtiment, mais en plus les frais de fonctionnement de, en gros, 1,8 million de frais de fonctionnement par an. Oui, parce qu'il y a du personnel. Alors, il y a du personnel, bien entendu, au niveau de ce qui est dit culturel, et c'est la mairie de Paris, bien entendu, qui règle le... Oui, donc il y a un site qui est déjà en fonctionnement, avec une dizaine de fonctionnaires qui font tourner le musée, une petite dizaine, frais de fonctionnement annuel 1,8 million, et déjà cet établissement qui fonctionne a coûté 16 millions d'euros à la mairie de Paris, aux contribuables parisiens, et c'est en tant que contribuable parisien que vous avez attaqué la mairie de Paris. Alors, je vous avoue que moi j'ai été outré, indigné même, puisque le mot a pu être à la mode à un moment, mais là vraiment indigné du fait que il y avait là une manœuvre, une imposture qui était quasiment ouverte, puisque pas mal de personnes l'ont critiqué, y compris dans le camp, on pourrait dire, de M. Delanoë. Je sais en particulier que M. Guglielmi, qui est, je crois encore, mais qui était en tout cas le patron du Parti Socialiste de la Seine-Saint-Denis, qui avait très violemment invectivé M. Vaillant et M. Delanoë en disant que c'était un viol de la loi de 1905. Il n'a pas été écouté. J'avais essayé de le joindre, il m'avait dit qu'il était tout à fait d'accord pour en parler, mais c'était avant les élections. Une fois qu'il y a eu les élections, il m'a dit c'est inutile d'en parler. Le vote du Conseil de Paris d'avril 2013 a donné à M. Delanoë un blanc-seing sur toute opération nécessaire pour l'édification de l'ICI. Et est-ce qu'il y a eu des conseillers de Paris de droite, UMP à l'époque, qui ont voté ça? Alors, le Conseil de Paris a voté à l'unanimité, moins de voix, les pleins pouvoirs à M. Delanoë pour son projet, y compris la droite. Les deux seuls qui ont voté contre, c'était deux fronts de gauche. Ah oui. M. Corbière et Mme Simonet. Ils ont très violemment attaqué, de façon tout à fait logique, le projet. Ils ont mis en bon laïciste, tout à fait, l'extrême gauche. Ça, c'était tout à fait cohérent, c'était tout à fait correct. Ils n'ont pas été suivis, puisqu'ils étaient que deux. Mais c'est ce vote du Conseil de Paris, à la quasi-unanimité, qui a permis l'édification, la construction, la réalisation de l'ICI. Et c'est ce vote-là qui a été annulé par la Cour d'appel administrative. Donc, tout ce qui a été fait depuis 2003, depuis l'accord avec le Conseil de Paris, est annulé. Ce qui fait que la vente, bien entendu, est annulée, puisque c'est M. Delanoë qui a signé la vente. Elle peut être annulée rétroactivement? Ah ben, c'est pas qu'elle peut être annulée rétroactivement, elle n'a plus force de loi, puisqu'elle est annulée. Une vente qui est annulée n'existe plus.
La vente n'existe plus. Donc, en principe, et c'est ce qui va se faire, hein, forcément, la mairie de Paris va être obligée de rembourser la Grande Mosquée de Paris de son achat, puisque cet achat n'est plus valable. Ce qui permettait cet achat est annulé, donc la vente n'est plus légale. De plus, il y a... Mais là, attendez, oui. La mairie de Paris va rembourser la mosquée de Paris, il y a quelque chose qui m'échappe. Alors, la mosquée de Paris a acheté la salle de prière. Oui. Cet oui, achat, les 2 millions d'euros. Voilà, c'est annulé. Oui, oui, pour cette partie culturelle. Pour cette partie culturelle. Donc, la mairie doit rembourser, ce qui va poser problème. Et de plus, tout ce qui a été dépensé depuis 2013 qui a fourni des subventions déguisées ou directes au culte devrait être réintégré dans le budget, puisque vous savez que quand il y a une subvention, il y a toujours un objet. Hein, c'est une subvention pour tel projet, pour tel achat, pour telle chose. À partir du moment où cet objet n'existe plus, tout ce qui a été dépensé doit être rétrocédé et réintégré dans le budget de la collectivité. Donc en principe, dans la mesure où il y a eu énormément de dépenses, tout cet argent a été dépensé, ne serait-ce qu'en salaire par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va être restitué? Ça va être quelque chose de pratiquement impossible à calculer. Les gens ne vont pas rendre leur salaire pour récupérer l'ensemble du budget. Donc là, il va y avoir, je pense qu'il va y avoir de grosses difficultés sur ce plan-là. De plus, nous sommes en train de travailler avec des avocats de très haut niveau pour faire appliquer la décision de la justice. Oui, parce que là, nous sommes le 16 décembre, et l'Institut est toujours en fonctionnement, malgré la décision de la Cour d'appel de Paris de cet été. Bien sûr. Je le précise pour ceux qui nous écoutent. Tout à fait. De plus, il y a eu un communiqué de la mairie de Paris disant que ça touche essentiellement le verdict du tribunal administratif, touche essentiellement le bail amphithéotique. Donc, bon, là, on va revoir un peu les choses, et puis c'est un point de détail. Un point de détail. C'est bien entendu pas exact. D'une part, c'est pas un point de détail, ça annule la vente, et d'autre part, l'ensemble de ce qui a été l'ensemble des opérations financières, juridiques et techniques que M. Delanoë a mis en marche pour la constitution de l'ICI sont annulées. Donc la fermeture par référé devrait se passer assez facilement. Donc déjà, première victoire. Le deuxième institut de la rue Polonceau ne va pas se faire. Non. Donc ça, c'est déjà une première victoire. Pour l'instant, c'est un terrain vague avec des herbes folles. Donc les contribuables parisiens, là déjà, ont économisé 16 millions d'euros grâce à vous. Et ensuite, l'Institut, dans les mois prochains, le référé va être entendu par la justice. C'est automatique, c'est mécanique. Donc, en principe, en toute logique, c'est ce qui va se passer. Alors la seule question, c'est la réaction des personnes qui ont bénéficié de cette manne et qui vont être quand même en difficulté. Et les fidèles qui prient tous les jours dans ce bâtiment, à raison de 5 fois par jour, hein, vous êtes allé sur place, on vous a dit que 5 fois par jour, ils ouvraient la salle de culte. Ces gens-là, ils vont se retrouver dans la nature, à prier. Il faut parler quand même dans le 18e arrondissement, l'ancienne caserne des pompiers,
que la mairie de Paris a mis gratuitement à disposition Oui. des musulmans. Et c'est une caserne assez gigantesque Oui, où tout à il fait. prie des milliers de musulmans tous les vendredis. Alors, Mm. ce que vous soulignez quand vous dites gratuitement, c'est gratuitement pour eux, dans une certaine mesure. Je crois qu'ils payent un loyer assez dérisoire, mais c'est jamais gratuit. Là aussi, les contribuables interviennent. Et d'ailleurs, la meilleure preuve que les fidèles ont compris, les croyants musulmans, ont compris qu'en mettant du culturel et du social, eh ben, on peut avoir beaucoup d'argent. Il y a sur cette caserne un grand écriteau. Vous avez la photo. J'ai la photo. Mm. Il est noté, non pas mosquée de ce lieu, petite mosquée ou grande mosquée, peu importe, il est noté Institut socio-culturel du 18e. Mm. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est une mosquée à l'état pur, mais ils ont senti que mettre un peu de culturel, un peu de social... Ouais, c'est ce qui se passe dans tous les grands projets de Et mosquées, ce dans tous que les j'ai grands démontré dans mon livre « Ces mères qui courtisent l'islamisme », ce qui a permis, par exemple, à la mosquée de Nantes de l'UIF de toucher 200 000 € de subvention. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. À Roissy-en-Brie aussi, en Seine-et-Marne, 185 000 € votés par le Conseil général à l'époque. Etc. Et d'ailleurs, cette caserne des pompiers était réaménagée un petit peu Bien sûr, il y a eu des frais. Pris en charge par la mairie de Paris. Absolument. Pour les ablutions, leur organiser des sanitaires, etc. Donc c'est encore un cadeau de la mairie de Paris qui serait peut-être à attaquer aussi au niveau juridique. Alors, si vous voulez, je disais que j'étais indigné. Ce qui m'indigne le plus, c'est progressivement la banalisation de l'illégalité en France. C'est illégal, mais ils le font et personne n'intervient. Donc, si vous vous faites voler votre voiture et que vous ne portez pas plainte, il n'y a aucun problème. Il ne se passe rien. Il passera rien. Et là, dans la mesure où ce procès, ce verdict fait jurisprudence, ce serait tout à fait important que dans toutes les villes de France où une mosquée se prépare, et il s'en prépare, il y en a une par semaine à peu près, un peu plus même qu'une par semaine, n'importe quel contribuable du lieu où se fait le projet de mosquée peut intervenir, puisque le bail administratif est là maintenant, le bail administratif est une sorte de porte d'entrée aux subventions. Mmh. C'est inadmissible, c'est pas légal, il faut faire systématiquement des actions en justice. Oui, ce n'est pas légal quand c'est au bénéfice d'une association culturelle qui, en fait, est culturelle. Nicolas Sarkozy avait fait une petite modification, une ordonnance du 21 avril 2006 exactement, pour que des baux dits amphithéotiques administratifs puissent être mis à disposition d'associations cultuelles, loi 1905. Ce qui a permis... Sous condition. Sous condition, ce qui a permis à beaucoup de mosquées d'éclore sur des terrains municipaux avec des loyers vraiment dérisoires. Ridicule. Ridicule. Donc là, on peut quand même parler d'une responsabilité de Nicolas Sarkozy dans cette facilité, parce qu'ils n'ont plus de terrain à acheter quasiment, ils bénéficient de terrains municipaux. Mais il ne faut pas oublier que... Avec des loyers, mais... Il ne faut pas oublier qu'il y a des conditions. Pour le bail amphithéotique administratif, il y a des conditions très strictes. Il faut que l'État ne donne pas de subvention. C'est-à-dire que, vous savez, une subvention, c'est quand l'État reçoit, si vous voulez, de façon générale, il faut qu'il y ait un équilibre financier dans toutes les transactions avec l'État. Dans le domaine privé, vis-à-vis de l'État, il faut qu'il y ait un équilibre financier. Le bail amphithéotique, ça n'est pas un don, ça n'est pas une subvention ouverte à tous les vents. C'est valable si les personnes qui en bénéficient font des équipements, font des travaux, améliorent l'ensemble, si vous voulez, donnent quelque chose sur le plan financier qui est équivalent
au loyer qu'ils vont payer. Mmh. Voyez, et dans la mesure où ils payent 1 euro par an pendant 99 ans, c'est quand même, ça sous-entend qu'ils doivent faire un certain nombre, il y a des obligations qui ne sont jamais mises en place. À Paris, précisément, c'est un loyer d'1 euro par an. Ça se passe comment? Pour le lycéi, c'est un loyer d'1 euro par an pendant 99 ans. Or, la Grande Mosquée de Paris n'est pas pauvre. Elle est extraordinairement Oui, il y a riche. l'Algérie derrière. D'une part, et puis il y a tout le produit du halal qui est géré par la Grande Mosquée. Donc c'est considérable. Il n'y a aucune raison de leur donner un loyer ridicule. Si ça avait été légal, il aurait fallu un loyer qui correspond au prix du marché. Il n'y a aucune raison. Oui, c'est ça que la Cour d'appel a aussi pointé. Voilà, elle a pointé qu'il n'y avait aucune raison. Bien sûr, en dehors du fait que c'était pas une association purement cultuelle. Mais l'association purement cultuelle, c'est dans certaines conditions. Et c'est absolument pas mis en application. La plupart des maires ont considéré, bon, bah, on fait un bail amphithéotique, et c'est illégal. Si c'est pas encadré dans des conditions. Et si c'est dans des conditions, ils seront sans doute incapables de le suivre. Est-ce que Madame Hidalgo, nouveau maire de Paris, s'est prononcée sur cette affaire qui a été un petit peu médiatisée? Le Parisien a parlé de votre victoire juridique. Est-ce qu'il y a eu des causeurs? Est-ce qu'il y a eu des réactions de la mairie de Paris? Oui, il y a eu un communiqué de la mairie de Paris qui minimisait le verdict en disant que, bien sûr, enfin c'est un point de détail, encore une fois, ça ne remet pas en cause la vente, on va revoir ça avec nos juristes pour qu'il y ait un happy end, et surtout un statu quo dans le fonctionnement. D'accord. Ce qui me semble totalement impossible. Oui, d'ailleurs, c'est ce que les avocats, Maître Haddad et d'autres avocats qui regardent de près ce dossier, trouvent complètement irrecevable. Bien sûr. Et très certainement, ce qui va se passer ces prochains mois, c'est que le site ferme, purement et simplement. Alors, pas forcément la partie dite culturelle. Mais la partie culturelle, c'est terminé. C'est le plus important. Bien sûr. Eh bien, on reviendra vers vous pour voir les suites de cette affaire. Bien sûr. Là, nous sommes en décembre 2015 et les prochains mois risquent d'apporter de la nouveauté. Une chose est sûre, je ne lâcherai certainement pas. Bravo monsieur en tout cas pour votre courage et on encourage tous les contribuables des grandes villes de France où il y a des projets similaires avec des baux amphithéotiques et des loyers cadeaux. Vous pouvez avoir la liste dans l'enquête Ces maires qui courtisent l'islamisme, mais liste non exhaustive. Eh bien, alors, en leur seule qualité de résidents, de contribuables, ils peuvent saisir le tribunal administratif et ensuite la cour d'appel. Parce que là, au début, le tribunal administratif avait donné raison à la mairie de Paris, c'est ça? Oui, là, en fait, vu la qualité, la solidité du dossier que nous avions, il y avait deux options. Ou bien le tribunal était, disons, un peu infiltré par une certaine idéologie, et à ce moment-là, on était sûr de perdre à 100%, ou bien il tenait compte des éléments du dossier, et là, on était quasiment sûr de gagner à 100%. En première instance, je ne dis pas que c'était quelque chose de politique, hein, bien entendu, mais quand même, avec à peu près les mêmes éléments, nous avons été déboutés en première instance. En appel, ça a été entendu, et vraiment nos arguments étaient d'un tel poids que ça aurait été difficile que nous puissions perdre. Très bien, donc pour encourager les compatriotes sur tout le territoire français à faire de même, ils peuvent prendre contact avec l'Observatoire de l'islamisation et on va leur indiquer des bons avocats qui ont l'habitude et qui feront échouer ces projets de mosquée. C'est très important, cet esprit de résistance, parce que là, on peut lâcher le mot de collaboration active d'une mairie pour construire une mosquée, quoi. Et si c'était qu'une mairie?
Et si c'était qu'une mairie, oui, malheureusement. Eh bien, merci beaucoup et on vous dit à bientôt ces prochains mois pour faire un nouveau point sur les avancées de cette première et historique victoire de la résistance, hein, il faut appeler les choses par leur nom. Merci beaucoup.